Ma grand-mère, une femme aisée, nous a aperçus, ma fille et moi, dans un refuge et nous a demandé « Pourquoi n'êtes-vous pas dans la maison que je vous ai achetée ?» J'ai figé. Quelle maison? Son regard s'est glacial. 2 jours plus tard, je suis arrivé à un dîner de famille et mes parents ont pâli. Assis sur un lit de camp dans un refuge, ma fille sur les genoux, j'ai aperçu la silhouette reconnaissable entre mille de ma grand-mère dans l'embrasure de la porte. Elle portait un long manteau beige et ses cheveux étaient relevés comme toujours, comme si rien au monde ne pouvait l'atteindre. Ses talons résonnaient sur le sol tandis qu'elle s'avançait vers moi sans hésiter. Elle s'est arrêtée à quelques pas et m'a fixé droit dans les yeux. « Pourquoi n'êtes-vous pas dans la maison que je vous ai achetée ?» J'ai cligné des yeux, complètement déconcerté. « Quelle maison ?» Son expression n'a pas changé, mais quelque chose s'est glacé dans son regard. Elle m'a fixé un instant, comme si elle se demandait si je plaisantais. Puis, sans un mot, elle s'est retournée et est ressortie. C'était un jeudi. 2 jours plus tard, je me trouvais devant une maison que je n'avais vue qu'une seule fois, en photo. Elle était magnifique. 2 étages, des volets blancs impeccables, une allée de briques, même une petite balançoire sur le porche. Le genre de maison qu'on imagine n'existait que dans les catalogues ou dans nos rêves les plus fous. Et pourtant, elle était là, comme un fantôme venu d'une autre vie. Je ne comprenais pas ce qui se passait. Je tenais toujours la main de ma fille, avec l'impression d'être entré dans une autre histoire, quand ma grand-mère s'est garée derrière nous et est sortie de la voiture. Elle s'est approchée et m'a tendu un dossier épais, d'apparence officielle. « Lis-le » m'a-t-elle dit. Je l'ai ouvert et j'ai vu mon nom partout. L'acte de propriété, les justificatifs d'achat, les déclarations d'impôts, même les documents de la vente, tous datant d'il y a 1 an, tous enregistrés légalement, tous à mon nom. C'était un cadeau de mariage. Apparemment, elle avait acheté la maison pour mon mari et moi avant son décès. Elle avait toujours cru à l'importance de la sécurité, d'avoir un filet de sécurité. Cette maison était faite pour moi, quoi qu'il arrive. J'étais sans voix, complètement perdu. Après le décès de mon mari, je n'étais plus moi-même. J'avais du mal à réfléchir. Je ne dormais pas. J'avais l'impression de flotter ou de couler. Tout dépend du point de vue. Mes parents sont intervenus, ou du moins ont fait semblant. Ils m'ont dit de ne pas m'inquiéter, qu'ils s'occuperaient des papiers, des finances, de la maison. Ils disaient que ça ne ferait que me stresser. Ils m'ont convaincu qu'il valait mieux rester chez eux le temps que je me remette sur pied. Ils disaient que la maison était trop grande pour moi et le bébé, qu'elle demandait trop d'entretien. Ils disaient qu'ils y veilleraient en attendant. Je n'ai pas posé de questions. Je leur faisais confiance. J'étais trop anesthésié pour faire quoi que ce soit d'autre. Puis, il y a 3 semaines, ma mère m'a annoncé qu'ils déménageaient dans un logement plus petit. Elle a dit que leur chambre d'amis était en travaux et qu'il nous faudrait trouver un endroit où loger temporairement. Elle m'a donné une liste de centres d'hébergement. Je n'ai même pas protesté. J'ai juste fait mes valises et je suis parti. J'étais à bout de force et ils le savaient. Et pendant tout ce temps, cette maison, ma maison, était restée là, habitée, entretenue, utilisée par eux. Tout s'est éclairé d'un coup. La façon dont ma mère évitait le sujet, chaque fois que grand-mère appelait. La façon dont ils ignoraient le courrier qui m'était adressé. L'urgence soudaine de me faire quitter leur appartement une fois les travaux commençaient. Je n'avais pas perdu la maison. Ils me l'avaient prise. Grand-mère n'a pas dit grand-chose après ça. Elle a juste dit que nous avions un dîner de famille ce week-end-là et que je devrais mettre quelque chose de joli. Je n'ai pas fermé l'œil de la nuit. Quand nous sommes entrés chez mes parents dimanche, l'atmosphère a changé instantanément. Ma fille a couru dans le salon. Je l'ai suivie, mais dès que j'ai mis un pied dans la salle à manger, le silence s'est fait. Ma mère tenait un plateau et elle s'est figée. Mon père avait l'air d'avoir vu un fantôme. Ils sont restés là, complètement immobiles. Puis grand-mère est entrée derrière moi, le dossier à la main. C'est là que tout a commencé à se défaire. Personne n'a dit un mot pendant quelques secondes. On entendait presque le bourdonnement du réfrigérateur en arrière-plan. Ma mère a finalement posé le plateau, mais ses mains tremblaient légèrement. Mon père essayait de faire comme si de rien n'était. Il a tiré une chaise, a demandé comment s'était passé le trajet, mais sans succès. Il n'arrivait pas à regarder grand-mère en face. Elle a posé le dossier sur la table, avec précision, et s'est assise comme si elle n'allait pas bouger tant que quelque chose n'en sortirait pas. Personne n'a touché à son assiette. Ma fille était au salon, absorbée par un jouet que mes parents avaient probablement attrapé 5 minutes avant notre arrivée. Je n'avais pas faim. Je fixais surtout le dossier,
me souvenant de l'époque où je m'asseyais à cette même table pour les anniversaires. Les réunions de famille pour Thanksgiving. Je n'aurais jamais imaginé qu'une chose pareille puisse se produire ici. Ma mère a fini par demander ce qui se passait. Grand-mère l'a juste regardé, puis mon père, et a dit « Tu as emménagé chez Ross ». Ce n'était pas une question. Mon père a essayé de rire. Il a dit quelque chose comme quoi, après les funérailles, il s'était rendu compte que la maison était inoccupée et qu'il s'en occupait. Il a dit qu'il me rendait service. Grand-mère n'a pas bronché. Elle a demandé pourquoi l'acte de propriété avait été modifié, pourquoi le courrier était réexpédié, pourquoi le compte hypothécaire avait été redirigé, pourquoi il y avait tous ces documents financiers suggérant que je leur avais donné une procuration. Ce qui était faux. C'est alors que ma mère a fini par lâcher le morceau. Elle a dit que je n'allais pas bien, que j'étais en deuil et que je ne savais plus quoi faire, que quelqu'un devait prendre les choses en main. Je m'attendais à ce que grand-mère crie. Elle ne l'a pas fait. Elle s'est simplement tournée vers moi et a dit « As-tu signé quoi que ce soit les autorisant à transférer la maison ?» J'ai répondu « Non, jamais. Je ne savais même pas que la maison m'appartenait. » Le silence qui a suivi était assourdissant. Mon père s'est levé et est sorti de la pièce. Ma mère fixait son assiette, comme si, en nous ignorant assez longtemps, tout cela finirait par disparaître. Puis grand-mère a fouillé dans son sac à main et en a sorti une autre enveloppe. Celle-ci était plus fine. Elle contenait 3 copies imprimées d'une lettre et une carte de visite de son avocat. Elle en tendit un à ma mère, un à mon père, qui était revenu sur le seuil, et un à moi. Ma main tremblait quand je l'ouvris. C'était un avis d'expulsion immédiat. Il devait quitter les lieux. L'acte de propriété avait déjà été légalement transféré à mon nom, et ils avaient 48 heures pour emporter toutes leurs affaires. Il y avait le cachet de l'avocat, le numéro de dossier et une date d'audience au cas où il déciderait de contester. Il ne dit rien. Grand-mère se leva, me regarda et dit « Va chercher ta fille. Tu rentres à la maison. » Et aussitôt, nous sommes sortis. Ce n'est que lorsque je me suis retrouvé sur la banquette arrière de sa voiture, ma fille endormie à côté de moi, que j'ai réalisé quelque chose. J'avais passé les derniers mois à me croire inutile, à me sentir comme un fardeau, une faible et inutile. Mais maintenant, quelque chose avait changé. Je n'y étais pas encore, mais je commençais à renaître. Je pensais que le pire était passé quand nous sommes arrivés dans l'allée. Je me trompais. De l'extérieur, la maison semblait identique, mais dès que grand-mère a déverrouillé la porte et l'a poussée, j'ai su que quelque chose clochait. L'air avait une odeur différente, lourde, comme un mélange de produits nettoyants puissants et d'une odeur aigre. Le salon était presque vide. Plus de canapés, plus de tapis, plus de tables basses. Les murs étaient nus, là où se trouvaient autrefois des photos. Grand-mère s'est arrêtée sur le seuil et est restée là, immobile. « Ils ont tout pillé », a-t-elle dit. Je suis entré lentement, ma fille dans les bras, et j'ai senti mon cœur se serrer. La salle à manger était vide. Les tiroirs de la cuisine avaient disparu. Même les luminaires avaient été enlevés. On aurait dit que quelqu'un s'était précipité et avait emporté tout ce qui n'était pas fixé. C'est alors que j'ai remarqué l'escalier. La rampe avait disparu. Il ne restait que du bois brut et des vis apparentes. Je ne comprenais pas. Pourquoi aurait-il pris des choses qui ne leur appartenaient pas? Pourquoi serait-il allé aussi loin? Grand-mère n'a pas répondu. Elle est allée directement dans la chambre du fond, ma chambre, ou du moins ce qui aurait dû l'être. La porte était ouverte, le placard était vide, la fenêtre était entr'ouverte et il y avait un carton par terre. Une boîte avec mon nom écrit au marqueur dessus. Je l'ai ouverte. À l'intérieur, il y avait mes photos de mariage, quelques couvertures de bébé, la montre de mon mari. Les seules choses que j'avais demandé à ma mère de mettre en sécurité. Tout le reste avait disparu. C'est à ce moment-là que quelque chose a craqué. Pas bruyamment, pas de façon dramatique, juste silencieusement, au fond de moi. Je me suis senti bête de leur avoir fait confiance, de les avoir défendus, d'avoir trouvé des excuses quand on me laissait entendre que quelque chose clochait. Grand-mère a pris la boîte et l'a tenue comme si elle était fragile. « On va s'en occuper », a-t-elle dit. Cette nuit-là, nous avons dormi dans sa chambre d'hôtel. J'ai couché ma fille dans le lit à côté du mien et je suis resté allongé là, à fixer le plafond. Mon téléphone a vibré vers minuit. C'était ma mère. Un seul message, pas de salutation, pas d'explication. « Tu nous as fait honte. Tu n'avais pas le droit. » C'est tout. Aucune excuse, aucune préoccupation pour savoir où j'étais. Rien. Je n'ai pas répondu. Le lendemain matin, grand-mère avait fait venir un entrepreneur avant 8 heures. À midi, de nouvelles serrures étaient installées,
Des caméras étaient en place et des meubles étaient livrés. C'était irréel, comme si j'assistais à la reconstruction de la vie de quelqu'un d'autre. Puis, au moment où nous allions quitter l'hôtel, la réception a appelé. Une femme demandait à me voir. J'ai eu un choc. Je suis descendu dans le hall. Ce n'était pas ma mère. C'était ma tante, la sœur de mon père, celle qui ne nous parlait jamais beaucoup. Elle semblait nerveuse et jetait sans cesse des coups d'œil à la porte. J'ai entendu ce qui s'est passé, a-t-elle dit. Et j'ai pensé que vous devriez le savoir. Elle a pris une inspiration. Ils n'ont pas emménagé chez vous par hasard. Ils l'ont planifié. Elle m'a expliqué qu'ils en parlaient depuis des mois avant la mort de mon mari, que je ne serais pas capable de gérer la situation seul, qu'il vaudrait mieux qu'ils contrôlent tout. Elle a ajouté qu'ils en plaisantaient comme si c'était déjà décidé. J'ai eu le souffle coupé. Elle s'est excusée, a dit qu'elle aurait dû le dire plus tôt. Puis elle est partie. Je suis remonté et j'ai tout raconté à grand-mère. Elle n'a pas paru surprise. Elle a juste hoché la tête. Et c'est là que j'ai compris que ce n'était pas seulement une question de récupérer la maison. Il s'agissait de s'assurer qu'ils ne s'en prennent plus jamais à moi. Et grand-mère était loin d'avoir fini. Le jour où ils étaient censés rendre les clés et quitter la maison, ils ne sont pas venus. Ma grand-mère n'a pas perdu de temps. Son avocat a déposé une requête en urgence. Le même après-midi, nous avions un mandat d'arrêt et un agent de police nous escortait jusqu'à la maison. L'agent a frappé une fois, s'est annoncé et a ouvert la porte d'entrée avec la nouvelle clé que grand-mère avait installée. Il n'y avait personne à l'intérieur, mais à l'étage, quelqu'un avait laissé un mot. Il était scotché au mur de la chambre parentale vide, écrit en lettres capitales de la main de ma mère. « Tu ne survivras pas ici toute seule. » C'était tout, juste ces 6 mots, sans signature, même pas plié. Il était scotché à l'endroit même où se trouvait le miroir. Grand-mère lut le document, puis le froissa sans dire un mot. Nous avons passé la nuit à la maison, même si la plupart des meubles étaient encore en travaux. Ma fille s'est blottie contre moi sur un matelas à même le sol, et je me réveillais sans cesse, m'attendant à ce que quelqu'un frappe à la porte, ou pire, Hans. On a frappé le lendemain matin, mais ce n'était pas la personne que j'attendais. C'était mon père. Sans prévenir, sans message, sans voiture garée dans l'allée, juste lui, planté là, comme si de rien n'était, comme si les 2 dernières semaines n'avaient jamais existé. Il a dit qu'il voulait parler, qu'il y avait eu un malentendu, qu'ils essayaient de me protéger. Il a tenté de se faire passer pour celui qui avait maintenu la famille à flot après les funérailles. Je lui ai dit que ça ne m'intéressait pas, mais il n'est pas parti. Il a demandé à entrer, a dit que ma mère était dans la voiture. Il a dit qu'elle n'allait pas bien, que tout cela faisait souffrir la famille. Grand-mère s'est avancée sur le seuil et a dit que s'il ne partait pas, elle demanderait à l'avocat d'ajouter l'accusation de harcèlement au dossier. Il la fixa du regard, puis me regarda. Ensuite, il dit quelque chose que je n'oublierai jamais. Si votre mari était encore en vie, il serait d'accord avec nous. Vous n'êtes pas faite pour ça. Je restai figé. Je ne dis rien. Je refermai simplement la porte lentement, au nez de ma mère. Plus tard dans la soirée, nous allâmes à un petit dîner de famille organisé par grand-mère. Juste quelques proches, des gens que je n'avais pas vus depuis des années. Je pensais que ce serait calme. Je pensais que ce serait apaisant. Puis mes parents arrivèrent à l'improviste. Ils entrèrent comme si de rien n'était. Ma mère était maquillée comme si elle allait à l'église. Mon père saluait les gens d'un signe de tête, comme s'il était toujours le maître de table. Certains membres de la famille semblaient perplexes. D'autres, mal à l'aise. Grand-mère, imperturbable comme toujours, déclara qu'ils n'étaient pas les bienvenus. Mon père l'ignora et se dirigea droit vers moi. Alors je me levai. Je n'avais rien préparé. Je n'avais même pas réfléchi à ce que j'allais dire. Mais soudain, les mots me vinrent. Je leur dis qu'ils m'avaient volé. Ils m'ont menti, ils m'ont abandonné au moment où j'avais le plus besoin d'eux. Je leur ai dit qu'ils m'avaient fait croire que j'étais incapable, que j'étais un fardeau, que mon chagrin était un argument à utiliser contre moi. Ils m'ont tous deux dévisagé comme si je parlais une langue étrangère. Et quand j'ai évoqué le refuge, les meubles cassés, la boîte à souvenirs vide qu'ils avaient laissée derrière eux, ma mère a levé les yeux au ciel. Puis elle a murmuré quelque chose, assez fort pour que tout le monde l'entende. Tu as toujours été dramatique. Un silence de mort s'est abattu sur la table. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas pleuré. Je l'ai juste regardé et j'ai dit une seule chose. Ne revenez pas. Ni à la maison. Ni dans ma vie. Jamais. Ils n'ont pas discuté. Ils sont partis discrètement. Sans dire au revoir. Sans excuser. C'était comme si l'atmosphère avait changé au moment où la porte s'est refermée derrière eux.
Pour la première fois depuis longtemps, j'ai enfin pu respirer. Je n'allais pas encore bien. Mais j'en avais assez de faire semblant d'avoir besoin d'eux. Le silence après le dîner n'avait rien de paisible. C'était un silence pesant, lourd, comme marcher dans un brouillard qui ne se dissipe pas même après le lever du soleil. Une partie de moi s'attendait à des conséquences, des textos furieux, un message vocal dramatique, peut-être même le retour de mon père, nous reprochant d'avoir exagéré ou affirmant que ce n'est pas ainsi que fonctionne une famille. Mais rien, pas un mot. Ils avaient complètement disparu, comme s'ils n'avaient jamais fait partie de ma vie. Cela n'aurait pas dû me surprendre. Ils m'avaient déjà effacé une fois, quand ils m'avaient mis à la porte de chez moi. Quand ils avaient pris les affaires de mon mari, les avaient entassés dans un carton et avaient agi comme si je ne méritais rien. Quand j'avais le plus besoin d'eux, ils m'avaient transformé en un problème à gérer, et non en une fille à chérir. Malgré tout cela, le silence restait douloureux. Pour la première fois, je me suis autorisé à l'accepter, sans le distraire, sans le justifier. J'ai commencé à comprendre. Pendant toutes ces années, j'avais cru qu'être la discrète, la pacificatrice, faisait de moi la plus forte. Mais ça ne m'avait pas protégé. Ça m'a rendu facile à manipuler. Et quand j'ai craqué, ils n'ont pas cherché à m'aider à guérir. Ils ont juste enjambé les morceaux. Puis, un matin, environ une semaine plus tard, ma tante est passée, celle-là même qui m'avait prévenu. Elle s'est garée dans l'allée avec un vieux 4x4 et a ouvert le coffre sans rien dire. À l'intérieur, il y avait 2 bagues de rangement. J'ai demandé ce que c'était. Elle m'a dit que mes parents étaient retournés vivre dans l'ancienne maison. Ils n'avaient pas emporté grand-chose. Elle pensait que je pourrais vouloir récupérer ce qu'ils avaient laissé. Dans les bacs, il y avait des choses que je n'avais pas vues depuis des années. De vieux bulletins scolaires. Une carte d'anniversaire que mon mari m'avait écrite. Un dessin froissé, fait à la main, de ma fille quand elle avait 3 ans. Celui que j'avais scotché au frigo avant que tout ne s'écroule. Tout au fond, enveloppé dans une serviette bleue délavée, il y avait un livre de recettes. L'écriture de ma grand-mère à l'intérieur. La seule chose que ma mère disait toujours avoir été perdue lors du déménagement. Elle n'avait pas été perdue. Elle avait juste été cachée. Je suis resté longtemps à fixer cette serviette. J'ai alors fermé la poubelle, ma tante, et je suis rentré. Ce soir-là, après que ma fille se soit endormie, je me suis assise à la table de la cuisine et j'ai pris un carnet. Pas d'ordinateur portable, pas de clavier, juste un stylo et 3 pages blanches. J'ai écrit la lettre d'une traite. Elle n'était ni en colère, ni polie. Elle était calme et lucide. Je leur ai dit exactement ce qu'ils avaient fait. Pas seulement voler une maison, mais aussi du temps, de la sécurité, mon estime de moi. Je leur ai raconté ce que j'avais ressenti en dormant dans un refuge avec ma fille pendant qu'ils déplaçaient mes meubles dans la maison qui m'était destinée. Je leur ai rappelé que le deuil n'est pas une faiblesse et qu'être vulnérable n'est pas une invitation à être effacé. J'ai écrit que j'avais commencé à les croire, que j'étais peut-être brisé, que je ne pouvais peut-être pas le supporter, mais qu'ils avaient tort. Je leur ai dit que j'apprenais à me reconstruire, non pas grâce à eux, mais malgré eux. Et à la fin, j'ai écrit la partie que je ne savais pas retenir. Je vous pardonne, mais ne vous méprenez pas, cela ne veut pas dire que je vous souhaite la bienvenue. Je n'attends plus que tu changes. Je n'espère pas d'excuses. Je ne regarde plus ton téléphone. Tu ne fais plus partie de mon avenir. Je n'ai pas signé avec amour, juste mon nom. Rosie. Le lendemain, j'ai pris la voiture jusqu'à leur rue, je me suis garé à quelques mètres, j'ai marché jusqu'à la boîte aux lettres et j'y ai glissé la lettre. Je ne me suis pas attardé. Je n'ai pas regardé en arrière. Et cette nuit-là, pour la première fois depuis les funérailles, j'ai dormi d'une traite. Non pas parce que tout était arrangé, mais parce que j'avais enfin, abandonné l'idée que j'avais besoin d'eux pour me sentir entière. Le premier matin où je me suis réveillé sans chercher leur nom sur mon téléphone, j'ai réalisé que la maison m'appartenait enfin. Il restait des traces de leur présence ici et là. Une éraflure sur le mur du couloir, là où leur vieille table avait dû être déplacée. Une légère trace sur le mur du salon, là où était accrochée une de leurs photos. Mais je ne voyais plus ces choses avec amertume. Je les voyais comme la preuve qu'ils étaient partis. Définitivement partis. Grand-mère est restée une semaine de plus avec nous, juste le temps de s'assurer que je ne retomberais pas dans mes vieux travers. Elle ne l'a jamais dit à voix haute, mais je savais ce qu'elle guettait. Des signes que je faiblirais à nouveau, que je douterais de moi, que je laisserais la souffrance revenir. Je ne l'ai pas fait. Un après-midi, alors que nous rangions les tiroirs de la cuisine, elle m'a regardé et m'a dit
tu n'es plus la même fille que j'ai laissée derrière moi. Et c'était vrai. Le deuil ne disparaît pas. Mon mari me manque encore chaque jour. Certaines nuits, je reste éveillé à penser à ce que nous ferions maintenant s'il était encore là, s'il m'avait aidé à leur tenir tête plus tôt, si j'en avais eu besoin. Mais je sais aussi maintenant que le deuil peut nous rendre silencieux et que ce silence peut être dangereux quand on guette la moindre faiblesse. Alors j'ai commencé à faire de petites choses pour me réapproprier l'espace. J'ai peint la porte d'entrée en bleu marine profond. J'ai accroché une photo encadrée de ma fille et moi dans l'entrée. J'ai changé tous les rideaux, toutes les poignées de tiroirs, toutes les ampoules. J'ai planté des fleurs sauvages dans le jardin, non pas parce que je savais ce que je faisais, mais parce qu'elles poussent vite et sont indomptables. Le soir où j'ai enfin allumé une bougie et lu un livre sur la balancelle, j'ai réalisé que je n'avais pas pensé à mes parents depuis des jours. Pas une seule fois, jusqu'à ce qu'une lettre arrive par la poste. Pas d'adresse de retour, juste mon nom écrit de la main de ma mère. Je l'ai longuement fixé du regard. Puis je l'ai jeté à la poubelle sans l'ouvrir. C'était la vraie fin, je crois. Pas une dispute dramatique ni une conversation finale. Juste mon choix de ne pas les inviter à nouveau, même par lettre. Parce que parfois, la guérison ne fait pas de bruit. Elle est silencieuse, progressive. C'est boire un café dans sa propre cuisine. C'est regarder sa fille dormir dans son propre lit. C'est descendre les escaliers le matin sans sursauter au moindre bruit. Je ne suis plus la même femme qui est entrée dans ce refuge, une boîte de couches à la main, retenant ses larmes. Je ne suis plus aussi fragile, mais je ne suis plus insensible non plus. Je suis différente maintenant, équilibrée. Et désormais, personne ne me prendra rien.